ce groupe, par son comportement, peut conduire à une dédémocratisation de la France. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'accaparer le pouvoir. Moi, je pense estimer aujourd'hui qu'ils se sont appropriés l'État. Paul-Antoine Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du Clan des Seigneurs aux éditions Max Milo, un essai qui est paru ce 11 janvier, un véritable réquisitoire contre les élites françaises actuelles. Qui sont les seigneurs dont vous parlez ? Les seigneurs dont je parle composent la caste des très grands corps d'État. Il y a 3 grands corps d'État en France qui dominent toute l'administration française et qui occupent toutes les places de décision, responsabilité dans l'administration française. Et donc les seigneurs sont les hauts fonctionnaires qui appartiennent à l'ENA, au corps des ponts et au corps des mines. Et quel est le rôle de ces hauts fonctionnaires ? Des hauts fonctionnaires à ce niveau-là, souvent ce sont des hauts fonctionnaires qui sont nommés en Conseil des ministres, donc qui sont destinés à avoir un rôle très important dans la conduite de l'État. Donc ils ont un pouvoir de décision très important. Ces hauts fonctionnaires sont à la fois conseillers du gouvernement pour la stratégie à avoir dans le domaine dans lequel ils travaillent, soit à piloter directement soit un établissement public, soit une grande administration centrale. Donc vous avez ce que j'ai remarqué, et ce que l'on constate très rapidement, c'est que ces 3 grands corps d'État qui surnagent tous les corps administratifs français, et il y en a une multitude, ces 3 grands corps donc, occupent les places les plus importantes, et il y a dû y avoir dans le temps une concurrence très forte entre ces 3 corps pour obtenir les meilleures places. Et aujourd'hui, il y a une sorte de statu quo, j'ai appelé ça dans le livre un Yalta des corps, qui fait qu'ils se sont répartis certains pans de l'administration française. J'ai eu à travailler dans les ports français et j'ai constaté que le corps des ponts était plus que prédominant, puisqu'il était totalement décisionnaire du cabinet du ministre jusqu'aux dirigeants des établissements publics français, en passant par toute l'administration française qui suit le fonctionnement des ports, et les organes de contrôle qui suivent aussi tout ce qui est fonctionnement des ports maritimes, des ports fluviaux, etc. Voilà. Alors vous avez d'autres pans de l'administration. On peut citer l'économie, on peut citer la santé, qui sont, eux, couverts par des énarques. Vous avez d'autres pans comme l'énergie, comme l'industrie, qui sont couverts par le corps des mines. Est-ce que l'administration a le vrai pouvoir en France ? L'administration a de fait un pouvoir... la haute administration a de fait un pouvoir considérable, puisqu'elle est, sur la durée, ces gens-là sont bien plus présents que les politiques. Si on regarde la durée de vie en moyenne d'un ministre des Transports, mais dans d'autres ministères, c'est assez semblable, j'avais remarqué que la durée de vie est à peu près de 18 mois. Donc on voit des politiques qui se succèdent très rapidement, et une administration centrale qui est là comme un bloc de béton. Et manifestement, la haute administration elle travaille sur le temps long, le ministre est plus sur le temps court. Et donc, de fait, ça crée entre les deux une articulation tout à fait étonnante entre un ministre qui doit assez rapidement avoir prise sur son administration et une administration qui, elle, peut en jouer. Donc il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre de fait. Alors le ministre a aussi le pouvoir de nommer des hauts fonctionnaires. Reste que c'est un pouvoir dont il ne peut pas non plus totalement user, sinon il se met à dos tout un corps. Et là, il sera en très grande difficulté. Est-ce que c'est une forme d'État profond ? Le terme est tout à fait juste. Pourquoi on pourrait parler d'un État profond ? Profond vient faire penser à
non vus, non connus. Et effectivement, tous ces hauts fonctionnaires qui occupent des postes Et non élus aussi. et non élus sont des gens qui ne sont pas connus de la population. Qui ne sont... La majorité de la population ne sait même pas la très grande majorité, ce que c'est qu'un corps, comment ces gens peuvent accéder à ces positions-là, et quelle est leur puissance. Donc effectivement, on peut penser, on peut nommer ce groupe État profond. Alors, c'est pas forcément négatif s'il va dans le sens de l'intérêt de la France. Si par contre, leur vision est distincte de l'intérêt de la France, là, ça commence à poser problème. Justement, à propos de la relation entre les politiques et les très hauts fonctionnaires, la Première ministre Elisabeth Borne a émis une circulaire datant du 27 décembre 2022 demandant à tous les très hauts fonctionnaires de faire appliquer bien plus rapidement tous les textes législatifs. Je la cite, « Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens. » Il semble que le contenu cinglant de la circulaire confirme vos critiques envers la haute fonction publique. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est extrêmement bien illustratif de la situation. Alors, le texte est effectivement cinglant. Ce qui est très intéressant, c'est de faire le constat que Mme Borne était auparavant haut fonctionnaire. Donc, elle a fait toute sa carrière de la haute fonction publique. Et de voir... De quel corps ? Corps des Ponts. Donc, un des 3 corps que je cite, justement. Elle a fait donc toute sa carrière dans la haute fonction publique. Donc, elle connaît manifestement le mode de fonctionnement de ce groupe. Elle passe de l'autre côté, elle devient politique. Et elle s'inquiète, manifestement, au travers de cette circulaire, d'une lenteur ou d'une difficulté à l'application, etc., qui est le pouvoir, en fait, de ce groupe État profond, qui peut, s'il est en accord avec la décision politique, la haute fonction publique a le pouvoir de faire. Le politique a le pouvoir de dire ce qu'il veut, et derrière, la mise en œuvre, c'est la haute administration. Si elle est en accord parfait avec le politique, elle va avoir une fluidité d'application exemplaire. Par contre, si elle commence à avoir des doutes, si elle commence à juger ce que le politique souhaite faire, elle peut appliquer avec lenteur ou avec difficulté et il semble que c'est ce que Elisabeth Borne reproche en fait à la haute fonction publique au travers de cette circulaire. Et effectivement, on voit bien au travers de cette circulaire que entre les citoyens et entre le politique, c'est ce que exprime cette circulaire, il y a le noyau de la haute fonction publique. Et il faut que la décision politique traverse ce noyau pour arriver jusqu'aux citoyens non déformés et dans les temps voulus par le politique. Donc tout l'enjeu de l'articulation entre politique et haute fonction publique est là. Et c'est absolument majeur pour la France. Et on peut se poser la question de la fragilité de notre démocratie par rapport à ce groupe-là qui, moi je le dis dans le livre, j'ai vu, parce que je les ai côtoyés pendant 15 ans, alors j'ai côtoyé des énarques, j'ai côtoyé beaucoup de hauts fonctionnaires du corps des ponts, j'ai vu à quel point ils peuvent, si la décision du politique ne les sert pas, peut les desservir sur leur carrière. Écouter avec, comment dire, comme des bons élèves, la demande du ministre. Et puis une fois sorti la salle de conférence dans laquelle le ministre leur a fait des demandes très claires, retourner chez eux et puis continuer à faire comme ils l'entendent. J'ai vécu un exemple très clair où je me rappelle en ayant été rapporteur d'une commission d'enquête sur un sujet très particulier permettant d'optimiser le couplage entre le mode ferroviaire et le mode maritime, c'est-à-dire le chargement ou le déchargement dans les ports. Ce couplage est absolument nécessaire, est très important pour l'optimisation de la logistique à l'intérieur de la France. Eh bien, des propositions très claires, très simples avaient été mises en œuvre. Elles avaient enthousiasmé le ministre, elles avaient enthousiasmé tout un tas d'acteurs privés qui s'étaient intéressés au sujet.
Une conférence avait été mise commandée par le ministre, durant laquelle il a demandé à ce que ces actions soient mises en œuvre. Et derrière, il ne s'est rien passé. Absolument rien passé. Le ministre est parti quelques mois plus tard. Donc peut-être aussi que le groupe des hauts fonctionnaires savait déjà qu'il y avait du départ prévu. Reste que les demandes ont été lettre morte. Et je pense que le politique, qui souvent est issu du monde des hauts fonctionnaires, sait aussi très bien comment le groupe de la haute fonction publique peut se comporter par rapport à des décisions qui ne vont pas dans son sens. Je suis sûr même qu'il peut y avoir un jeu politique autour de cette articulation. Donc le sujet est compliqué, mais c'est un véritable sujet de démocratie. Ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai pu voir que ce groupe, par son comportement, peut conduire à une dédémocratisation de la France. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'accaparer le pouvoir. Et moi, je pense estimer aujourd'hui qu'ils se sont appropriés l'État. Ces hommes et ces femmes qui font partie de cette élite, parce que effectivement, intellectuellement, ils sont très forts, ils se sont accaparés l'État par leur positionnement qui n'est pas un simple positionnement de service pour la France. Vous dénoncez justement un corporatisme généralisé, des cooptations, des réseaux francs-maçons aussi, la corruption. C'est un véritable scandale ce que vous dénoncez finalement. Oui, ce qui est un scandale et ce qui permet tout ça, je pense que c'est un mal français. C'est l'ultra-corporatisme à ce niveau-là. Et ces trois groupes sont tellement puissants, les énarques, le corps des mines et le corps des ponts, qui sont présents toute la haute administration française, ont aujourd'hui une présence absolue, quasiment totale sur l'ensemble de cette strate décisionnaire et entendent bien la garder. Et donc pour la garder, ils fonctionnent par cooptation à l'intérieur du même corps chacun. Et chaque corps finance un syndicat dont le but est de faire un lobbying très très actif auprès des politiques pour positionner des membres de leur propre corps aux bonnes places pour encore enrichir la puissance du corps. Donc on est dans un fonctionnement qui est, je vais le répéter, ultra-corporatiste, en vase clos. Donc on a des gens qui ne côtoient que des personnes du même corps, avec la même vision, la même formation, les mêmes envies de carrière. Donc on est dans une sorte de monolithisme absolu intellectuellement. Ça ne développe pas la curiosité, ça ne développe pas l'intérêt pour des choses innovantes. Ce corporatisme exacerbé fait que ces gens-là sont assurés d'une impunité totale. Pourquoi impunité ? Puisqu'ils sont au sommet de l'État, ils ont le pouvoir, seul le ministre peut avoir un pouvoir sur eux. Entre eux, il y a une fraternité qui est très très forte, puisque moi je me rappelle, un haut fonctionnaire du corps des ponts m'avait dit, alors que j'observais un de ses pairs exprimer un sujet de façon extrêmement laborieuse, je lui disais à l'oreille que cette personne n'était pas de très bon niveau. Je ne savais pas que cette personne était du corps des ponts. Il me répond du tac au tac, il est forcément bon, il est du corps des ponts. Et donc, dans cet état d'esprit-là, il n'y a aucun jugement possible entre ces pairs-là. Forcément, ils se cooptent à des postes très importants. Et tout ça conduit à un immobilisme, puisqu'ils n'ont plus d'intérêt à aller se dépasser, sachant qu'ils sont dans une certitude de carrière et certitude de très grande carrière. Il n'y a pas d'enjeu pour eux. Le seul enjeu, c'est d'aller un petit peu plus vite dans la carrière, d'avoir des décorations. Moi, à chaque promotion de la Légion d'honneur, je regarde par curiosité qui est promu. Et c'est toujours surprenant. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires.
Donc c'est un scandale, et vous trouvez dans chaque corps des ponts, et c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce livre Le clan des seigneurs, alors ça fait penser au clan des Siciliens, vous avez tous les défauts d'une mafia et tout le fonctionnement d'une mafia. Dans la mafia, vous avez le parrain. Le parrain, c'est le boss devant lequel tous les membres de la mafia vont quasiment se prosterner pour obtenir un petit peu de puissance, un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir. Eh bien, dans chacun des corps, vous avez un homme surpuissant qui est le patron du corps. Et celui-là, c'est lui qui a le mot pour placer un tel à tel poste ou un tel à tel poste. Donc c'est un homme qui est forcément l'objet d'énormément d'attention, voilà, merci, pour effectivement être dans, entre guillemets, ces petits papiers et pour pouvoir monter encore plus vite en carrière. Donc tout ça, tout ce mode de fonctionnement qui est un mode, on va le dire, mafieux, détourne évidemment de la vraie raison de pourquoi les hauts fonctionnaires sont des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire, ils doivent construire une stratégie pour le pays et ils doivent conseiller le gouvernement sur les positions à avoir, de sorte à avoir un État puissant et rayonnant à l'international. Donc quand ils ont leur attention fixée sur la carrière ou sur des petits jeux pour essayer de gagner un peu de vitesse sur leur carrière, et bien toute cette énergie-là est complètement détournée et ils ne regardent pas le service au pays. Ce qui fait que, à l'extrême, moi j'ai vu des gens qui n'avaient plus du tout d'attention pour le pays. Je me rappelle, puisque j'évoquais cette commission tout à l'heure dans laquelle j'étais rapporteur, au tout début, j'avais été donc appelé par ceux qui l'organisaient, donc au ministère, pour être le rapporteur. Et j'en avais parlé immédiatement donc à mon hiérarchique, qui est un haut fonctionnaire du corps des ponts. Et il m'avait répondu, en rigolant avec cynisme, « Non mais tu crois que tu vas sauver la France ?» Et ça m'avait sidéré, parce que aujourd'hui, on a besoin de toutes les bonnes idées. La situation française est dans une situation tellement catastrophique, dont quasiment tous les pans que peut avoir l'administration, que n'importe quelle bonne volonté, on doit absolument l'accompagner et l'encourager. Et là, la réponse que j'avais eue, elle était absolument sidérante, c'est même pas la peine d'y aller. Donc j'avais en face de moi quelqu'un qui était, moi j'appelle ça du cynisme, et je pense que ces gens-là, en œuvrant dans ce vase clos, perdent alors je le disais tout à l'heure, tout intérêt pour le pays, puisque leur intérêt premier, leur loyauté première, ils l'accordent à leur corps, le corps est celui, l'organisme qui va les défendre. Donc avec le corps est une assurance extraordinaire pour ces gens-là. Il leur offre la sécurité, l'impunité et la carrière. Eh bien, en évoluant complètement à l'intérieur de cet univers, sans renouvellement, aucune intelligence neuve, différente, ne peut accéder à des postes de haute administration si cette intelligence n'est pas issue de l'un de ces corps-là. Donc il y a un plafond de verre qui est ultra épais. Même dans les grandes entreprises françaises, il faut sortir de ces corps-là. Quand vous regardez les entreprises du CAC 40, dans le directoire des entreprises du CAC 40, vous avez des gens qui font des allers-retours entre des postes administratifs, de hauts fonctionnaires, et puis des postes exécutifs dans le CAC 40. Moi, j'ai vu du pantouflage et du rétro-pantouflage assez incroyable, puisque j'ai vu une personne qui appartenait qui était au cadre d'une des très grosses sociétés françaises, accéder à un poste de dirigeant dans la haute administration française, y passer 4 ans, 5 ans, et retourner dans la même entreprise, 2-3 postes plus haut, pour continuer sa carrière. Ça pose vraiment question en termes de loyauté, ça pose vraiment question en termes de neutralité dans la construction d'une stratégie
favorable aux intérêts français. Donc cette très haute administration française, vous dites, est responsable de l'immobilisme économique français depuis des dizaines d'années. Je cite 2 chiffres au tout début du livre. Quand on regarde l'évolution du trafic, de l'activité commerciale maritime dans le monde entre 2000 et 2019, on remarque qu'il y a eu un boom incroyable des échanges par voie maritime. La voie maritime représente 90% des échanges commerciaux dans le monde. Donc c'est vraiment la voie la plus importante. Eh bien, l'activité maritime s'est accrue de 100% sur ces 20 ans, entre 2000 et 2019. Quand vous regardez les ports français, leur activité s'est accrue de 0,25%. Il y a un vrai problème. Ça pourrait être un problème européen. Si on regarde par exemple l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, si nos voisins étaient au même niveau, on pourrait se dire que l'Europe n'a pas su profiter de la manne ou que la manne est passée ailleurs. Non, nos voisins ont su en profiter et ont capté cet accroissement considérable de l'activité commerciale maritime. Le port d'Anvers, par exemple, a vu son activité s'accroître sur les 20 ans de 83% et le port de Rotterdam de 46%. Donc ça montre bien que en France, on n'a pas été capable de capter cette manne. On l'a laissé passer. On n'a rien fait pour en prendre quelques pourcents. Et ce qu'il faut voir, c'est que les ports, quels que soient les pays, ce sont des outils qui sont absolument fondamentaux pour l'économie d'un pays. Ils sont la passerelle entre, c'est la palissade que je vais dire, entre la terre et la mer. Et donc, de fait, ils sont des outils très importants pour le commerce extérieur. Ils sont pour la balance du commercial extérieur. Ils sont un outil très important aussi pour la structuration des voies routières, des voies navigables en France, des voies ferroviaires. Et ils sont pourvoyeurs d'emplois de façon absolument phénoménale. Un port peut être pourvoyeur de dizaines de milliers d'emplois. Donc le fait que pendant ces 20 ans, les ports français ont stagné en activité, donc comparativement aux ports étrangers, ont baissé en activité, ça veut dire qu'on a cassé de l'emploi en France et on a empêché le pays de s'aménager en voie routière, de s'aménager en voie ferroviaire. Donc c'est absolument dramatique. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que toute l'activité portuaire française a été, on va dire, managée par le corps des ponts pendant cette période. Donc ils ont de fait une responsabilité. Quand vous dépeignez le pouvoir de séduction, mais aussi de manipulation de ces très hauts fonctionnaires, on croit voir étrangement un portrait d'Emmanuel Macron. Effectivement, alors ce livre, je l'ai écrit sur plusieurs années, mais j'ai commencé à y penser quand je me suis rendu compte que mon hiérarchique, haut fonctionnaire du corps des ponts, tentait de faire chanter un délégué syndical par des méthodes crapuleuses. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur, c'est là que j'ai commencé à m'interroger très fortement sur ces gens et à me poser la question de quelles sont leurs limites. Et au fil des années, j'ai observé effectivement à la fois le plus haut niveau représenté par M. Macron et puis le niveau que je côtoyais quotidiennement ou mensuellement quand il y avait des réunions sur Paris. Et je me suis rendu compte d'une similitude étonnante dans le mode de fonctionnement. Et alors, aujourd'hui, j'ai l'habitude de résumer ça de la façon suivante. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de stratégie, il y a une vraie perte de valeur. Et quand il n'y a plus tout ça, ces gens-là, pour conserver une prise sur le réel, n'ont plus que le mensonge et la manipulation. Donc c'est très grave. Et je me rends compte aujourd'hui, avec cette clé de lecture, à la fois de nos politiques et à la fois d'une grande partie de la haute fonction publique. Alors je ne veux pas généraliser en disant qu'ils sont tous comme ça. J'ai vu des gens exceptionnels dans la haute fonction publique, bien sûr. Mais j'ai vu beaucoup de gens, effectivement, qui ont le mensonge et la manipulation comme première méthode. Et moi, je me rappelle, un ingénieur du corps des ponts, pareil, me dire « Mais moi, mon métier, c'est de manipuler ». Et sans mesurer l'absurde et le côté stupide même de cette provocation.
Donc il y a effectivement une similitude très forte, comme vous l'avez ressenti. Moi, ces personnages m'ont beaucoup aidé entre le personnage de M. Macron et puis les personnages que je côtoyais, m'ont beaucoup aidé en les regardant successivement les uns les autres à les comprendre tous dans leur mode de fonctionnement. Quand vous parlez de la noblesse de servir dans votre livre, n'y a-t-il pas un petit peu de naïveté en croyant que ce sont des hussards noirs de la Troisième République? Alors que je sois naïf, c'est certain. Je pense qu'on a le devoir d'y croire à cette haute fonction publique qui a extrêmement bien marché dans le passé. La France a profondément rayonné dans le monde. Elle a un reste d'infrastructures de très très grande qualité. Et tout ça, on le doit aux précédents, au pluriel, aux précédents hauts fonctionnaires qui ont travaillé avec un grand service pour l'État. Après la guerre. Après la guerre. Et effectivement, c'est ce que j'ai regardé de façon précise, c'est comment ça s'est construit après la guerre. Quel était l'état d'esprit de ce groupe-là après la guerre. Et je me suis rendu compte qu'un personnage très important, brillant à son époque, qui était Jean Zay, a pensé à réfléchir à la formation des hauts fonctionnaires, parce qu'il a vu en 40 à quel point ils avaient tous basculé du Front populaire qu'ils servaient jusqu'en 39 au maréchal Pétain, auquel ils ont fait allégeance comme un seul homme, sauf une personne qui a été mise en prison dans la foulée. Et donc Jean Zay a été, et les autres politiques de l'époque, traumatisés par cet événement-là. Dès 40, puisqu'il était juif, il a été interné par la milice, et il a eu du temps pour réfléchir à comment construire une haute fonction publique qui soit loyale, qui soit solide, et qui n'ait que le service du pays chevillé au corps. Et il a réfléchi, et il a commencé donc à mettre les bases. Il est mort en 43 ou 44, je crois. Il a mis les bases et il les a données. Donc c'était un petit peu rocambolesque la façon dont c'est parvenu au général de Gaulle. Et il les a transmises comme ça au général de Gaulle. Et le général de Gaulle, en 45-46, avec Michel Debré, ont construit l'ENA. Et l'ENA, à l'époque, donc, qui était l'école nationale d'administration pour former les plus grands serviteurs de l'État, demandait pour être recruté deux principales choses. La première est effectivement avoir un haut niveau intellectuel, mais la deuxième chose est d'avoir une forte expérience de la vie, dans le sens où ces gens-là avaient vécu la difficulté, avaient vécu, on va dire, une vraie vie qui pouvait par ces moments être très difficile, et donc les avoir forgés et avoir sorti chez eux ou construit chez eux le courage, le service, l'abnégation, l'opiniâtreté, etc. Donc des très grandes valeurs pour un haut fonctionnaire qui va chercher à ce moment-là, qui n'ira jamais dans la compromission, et qui cherchera coûte que coûte à réfléchir au service de l'État. Donc ça a très bien fonctionné avec ce recrutement après la guerre. Et on a connu, alors c'est pas la seule raison certainement qui ont conduit aux 30 Glorieuses, mais cette période en tout cas a structuré le pays de façon très forte, et on vit encore avec l'héritage de cette période-là. Et j'ai maintenant l'habitude de dire on est à la troisième génération. Il y a eu la première génération, celle dont je viens de parler, qui a construit, qui a eu une vision, qui a une grande stratégie. Il y a une deuxième génération qui en a profité pour faire fructifier toutes les richesses du pays. Et puis il y a une troisième génération qui a perdu ces notions de courage, d'opiniâtreté, d'abnégation. Et quand ces grandes qualités ne font plus partie des qualités humaines de ces gens-là, eh bien on tombe dans tous les travers du haut corporatisme et du corporatisme à outrance, qui fait que ces gens-là vont penser autrement, vont penser personnellement, vont penser carrière personnelle, et vont finir dans une sorte d'égoïsme qui aboutit à un cynisme.
Racontez-nous en détail l'épisode Vérit, le préfet, le soi-disant capitaine d'industrie. C'est un vrai capitaine d'industrie, c'est une société brillante qui, pour le coup, fait effectivement rayonner la technologie française à l'étranger. Pour raconter l'anecdote, je me rappelle, donc à l'époque, j'étais directeur général par intérim d'un grand port maritime, en attente de la nomination du futur haut fonctionnaire du corps des ponts qui allait prendre la place. J'avais pris ma demi-journée et j'allais chercher mon fils à l'école. Tout d'un coup, je reçois un appel, je décroche et j'ai le préfet au bout du fil qui me hurle dessus, comme quoi je comprenais rien aux enjeux, j'étais la lie de l'humanité, on va dire. Il me convoque dans son bureau pour le jour suivant. Et il raccroche, pas, donc il n'y avait même pas eu bonjour, il n'y a pas eu au revoir. Enfin bon. Donc j'étais convoqué, j'y vais le lendemain. Il me fait attendre pendant 1 heure et demie, bien sûr, dans une antichambre, pour bien marquer l'écart et la différence, et pour bien me montrer un certain mépris, hein, une arrogance. Et puis au bout d'un moment, donc je finis par être admis dans son bureau, et là je découvre qu'il est présent avec le PDG donc de Vérit, et qu'on me demandait de signer immédiatement ce que le PDG de Vérit demandait depuis déjà quelques semaines, me demandait depuis quelques semaines. Donc là, je vais être plus précis sur ce qu'il me demandait. Il voulait un emplacement tout à fait particulier et stratégique sur le port. Alors qu'il apportait une activité qui était, on va dire, modeste, il ne pouvait pas se prévaloir par cette activité modeste qu'il apportait à avoir une présence aussi stratégique sur le port. Donc je lui avais refusé cette demande, tout en essayant de lui proposer autre chose. Et lui, qui avait certainement, et ça m'a été confirmé après, une grande pratique des politiques, des préfets, etc., a fait valoir auprès du préfet que son projet allait apporter 300 emplois sur la zone. C'était un projet faramineux, extraordinaire, etc. Et utiliser le préfet pour faire pression sur moi et pour signer. Sauf que le préfet n'avait pas pouvoir sur moi, fonctionnellement, et surtout, moi, je n'étais pas haut fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire. Donc le préfet est tombé sur, on va dire, un os d'exiger de quelqu'un qui n'est pas haut fonctionnaire une décision que je pouvais prendre. Mais moi, j'avais cette liberté, en n'étant pas haut fonctionnaire, de ne pas signer. Et je savais évidemment que ce projet n'allait pas créer 300 emplois. Le préfet a fait mine de le croire. Je pense il n'était pas dupe non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est c'est ce que j'ai su après, les préfets sont intéressés à la création d'emplois. Donc ils sont reconnus comme dynamiques si effectivement ils participent à la création d'emplois. Et donc, il y a tout un jeu entre industriels, politiques et préfets pour considérablement surévaluer les emplois que peuvent apporter un projet pour essayer de forcer des décisions. Et moi, j'ai tenu tête jusqu'au bout. Et à la fin, donc, c'est donc le haut fonctionnaire du corps des ponts qui est arrivé, qui a signé. Et j'ai clairement entendu une conversation dans laquelle il était dit par le préfet que je n'avais rien d'un vrai directeur. Et un vrai directeur, c'était forcément un haut fonctionnaire. Est-ce que, pour vous, c'est ce que vous critiquez, les méfaits de la haute administration française? S'agit-il d'une crise des élites ou tout simplement des élites qui sont le miroir, finalement, tout simplement de la société? Je pense qu'il y a des deux, mais en même temps, quand on est élite, parce que de fait, un haut fonctionnaire est nommé en Conseil des ministres, est de fait une élite. Et l'élite a un devoir, à mon sens, hein, alors peut-être que je suis naïf pour reprendre le terme que vous employez tout à l'heure, en tout cas, ou utopique, mais en tout cas, je pense qu'on a le devoir de croire et de faire en sorte que l'élite incarne un minimum de valeurs absolument essentielles. Et je crains que dans ce fonctionnement ultra-corporatiste, l'impunité finisse par leur faire perdre cette incarnation de valeurs. Et quand on est dans l'impunité, on ne risque rien finalement, ou extrêmement peu, à ne pas incarner des valeurs d'honnêteté, des valeurs de transparence, des valeurs de confiance. J'ai vu ça, en fait, assez régulièrement.
Est-ce que pour vous, la crise des Gilets jaunes répondait à cette crise des élites? C'est une bonne question. La crise, alors je ne suis pas du tout spécialiste, bien sûr, et j'ai suivi la crise des Gilets jaunes, mais comme tout Français. Je pense que les Gilets jaunes, dans leur très grande majorité, et comme toute la population française, n'a pas conscience de cette caste et de comment elle fonctionne. Par contre, ce qu'ils voient tous les jours, c'est la dégradation de leur qualité de vie. Et moi, ce que je pense aujourd'hui, ce qui est totalement aberrant, c'est que on ne peut pas concevoir l'élite d'un pays déconnectée ou ne pas être impactée par les décisions qu'elle peut prendre. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui peut être scandaleux, c'est de voir des gens à très très haut niveau et qui vivent dans une impunité, comment dire, de confort de vie. C'est-à-dire qu'ils sont assurés de n'avoir aucun impact de confort de vie au fil des années du fait de cette impunité que leur offre le corps. Eh bien, que ces gens-là prennent des décisions qui impactent une immense quantité de Français, sans avoir jamais vécu la moindre expérience de difficulté que ces Français peuvent vivre. Et là, on revient à l'esprit de Michel Debré, à l'époque, où on voulait des énarques qui aient une vraie expérience de vie. Récemment, on a tous entendu ce que la ministre Pannier-Runacher évoquait devant une assemblée d'ouvriers et puis d'opérationnels dans une usine. La déclaration qu'elle a faite était totalement surréaliste quand elle explique que faire les 3-8 à la chaîne, c'est la magie. On travaille pour la magie. Moi, je l'ai fait. J'ai voulu faire l'expérience du 3-8 avant de travailler. Donc, j'ai fait une grande école d'ingénieur. Et on fait des stages tous les ans. Et la première année d'école d'ingénieur, on fait un stage qu'on appelle un stage ouvrier. Alors on peut chercher des stages très faciles, et puis on peut en chercher des autres moins faciles, difficiles, durs en termes de conditions. Et moi je me rappelle, j'avais choisi un stage ouvrier assez particulier. J'avais eu la chance de pouvoir en trouver un en 3-8 dans le sud de l'Espagne, en plein été. Donc il y avait déjà la langue, il y avait les 40 degrés, les 45 degrés pendant la journée, et le travail en 3-8. Mais quand on a fait cette expérience-là, on ne dit jamais que les 3-8, c'est la magie. Donc quand on entend ce genre de très hauts fonctionnaires, parce que Madame Pannier-Runacher est ministre et aussi haut fonctionnaire. Donc je fais une parenthèse, mais c'est, comment dire, un privilège exorbitant. Ça fait très Marie-Antoinette, finalement. Oui, vous avez raison, ça fait assez Marie-Antoinette, oui. Qui mange de la brioche. Oui, alors il paraît que cette parole n'est pas juste, mais en tout cas, elle a marqué les esprits, ça c'est sûr. Mais quand vous voyez dans la parenthèse que cette personne est ministre tout en restant haut fonctionnaire, c'est-à-dire que si demain elle n'est plus ministre, ben elle revient, elle va être nommée quelque part dans la haute fonction publique extrêmement facilement. Donc ces gens-là n'ont aucun risque. Pouvoir prononcer une telle phrase, ça en dit très très long sur leur totale incompréhension de ce que vivent les gens. Et une élite ne peut pas décider pour les autres en n'ayant aucune notion de ce qu'ils vivent. Donc c'est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie morale, et là les termes sont très forts, mais moi je ne me verrais pas décider, par exemple, décider pour des gens en sachant que la décision que je vais prendre va les impacter très fortement, en n'ayant aucune connaissance de ce qu'ils vivent. Et être capable de faire ça, ils n'ont pas le sentiment d'être des imposteurs. Voilà, c'est le mot imposteur. Et moi, je considère que lorsque l'on est capable de prononcer une phrase comme ça, on est un imposteur. C'est très dur ce que je dis, hein, mais on ne peut pas décider pour les gens en étant totalement déconnectés de leur quotidien. Donc, pour revenir à votre question sur la crise des Gilets jaunes, moi je pense qu'il y a de ça, effectivement. Ils n'ont pas conscience exactement des grands défauts qu'il y a dans cette caste, mais ils ont bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc avec ses héritiers, ses privilèges aussi, est-ce qu'on est revenu finalement à l'ancien régime et à 1789 ? Pour moi, le plus grand privilège de cette caste, il est immatériel, hein, c'est l'impunité dans laquelle ils sont.
c'est quand même merveilleux, un monde dans lequel vous risquez rien. La seule chose que vous risquez, c'est peut-être un ralentissement de carrière. Et encore, puisqu'à la fin, ils finissent au plus haut niveau. Les meilleurs avec peut-être la Légion d'honneur. Mais quand on vit dans un univers comme ça où on ne risque rien, eh bien, on n'est plus du tout en face des vrais problèmes. Et donc, vous évoquez 1788. On va parler un petit peu quelques années avant 1789. On est effectivement dans une... Moi, je sens évidemment une déconnexion totale entre ce groupe et la population, mais surtout une médiocrité, puisque je ne vois pas de vision, on voit plus de vision, plus de stratégie. Un monde que je connais bien, qui est le monde portuaire, là où j'ai toujours été stupéfait. Alors déjà, les ports n'ont à penser de stratégie que depuis très peu d'années, 10 ans maximum, ce qui est déjà incroyable. Un tel outil absolument capital pour un pays, eh bien, ces outils ont pu vivre pendant des années sans construire de stratégie. Donc depuis quelques années, ils peuvent faire une stratégie, enfin ils doivent faire une stratégie, pardon, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Eh bien, ça fait l'objet d'un marché public. Et on confie la stratégie à un cabinet de consultants. Et on lui dit d'aller vite. Et moi, j'ai vu des directeurs généraux qui ne savent pas faire cette stratégie, qui ne savent pas la penser. Combien de directeurs généraux j'ai pu voir ne pas être capables d'innovation, de créativité dans ce domaine-là. Or, il suffit de passer la frontière, d'aller en Allemagne, d'aller en Belgique, et d'être atterré, d'être stupéfait de voir les machines de guerre que représentent les ports étrangers, qui sont créateurs de dizaines et de dizaines de milliers d'emplois. Et donc, j'ai souvent été face à des gens qui, de toute façon, savent. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ils savent, puisqu'ils sont du corps, puisqu'ils sont l'élite. Et c'est ce qui s'est passé avant 1789, une aristocratie qui était totalement refermée sur elle-même, sûre d'elle-même, méprisante, arrogante. Et c'est ça qui signe la fin d'un régime. En 2016, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche avec notamment la promesse de drainer le marais, c'est-à-dire de supprimer cet État profond afin de retrouver une véritable démocratie. Est-ce que c'est ça la solution ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas en renversant la table d'un coup que les choses vont devenir meilleures. On a besoin de gens de très haut niveau, parce que ce sont des gens qui, intellectuellement, sont à très haut niveau. Mais c'est pas parce qu'on est intellectuellement à très haut niveau qu'on va avoir de grandes qualités pour être haut fonctionnaire et avoir une vision et une stratégie. Ce sont deux choses différentes. Et puis, c'est pas parce qu'on est intellectuellement à un très haut niveau qu'on va pouvoir avoir la perception de ce dont a besoin la population. Et quand on dirige, c'est quand même fondamental. Or, donc je pense que le problème, il n'est pas dans le renversement de la table, qui répond au populisme, on va dire. Non, il est dans la transformation de la formation de cette élite. Je vais citer Yves Bréchet, qui est un ancien haut commissaire à l'énergie atomique, qui a été auditionné il y a peu par le Parlement, dans le cadre d'une enquête sur l'indépendance ou la souveraineté énergétique française. Autre très gros sujet dans lequel l'administration manifestement a failli. Eh bien, Yves Bréchet, ancien polytechnicien pourtant, en colère devant cette commission, a dit les mots suivants. Il faudrait que ces grands corps d'État s'attachent à mieux former leurs jeunes plutôt qu'à passer son temps à avoir la posture du chien de garde de chasse gardée. Voilà, ça dit tout. Et c'est en résumé, grossièrement, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. L'état d'esprit de cette haute fonction publique qui va s'attacher à garder du pouvoir, à garder des privilèges, plutôt qu'à essayer de grandir en compétences et de grandir en vision. Pour illustrer comment ces gens vivent dans un monde assez merveilleux, dans lequel l'impunité règne et dans lequel ils ne risquent pas grand-chose. Il y a un des ports français dans lequel le dirigeant qui était haut fonctionnaire, a pris beaucoup de mauvaises décisions et avait une relation extrêmement difficile avec les clients,
tous les clients. Au final, ce port a vu son activité décroître de façon dramatique, 30% en quelques années. Le bruit qui courait, c'est un secret de Polichinelle, que il y avait un politique dans l'agglomération qui était très haut niveau, un ancien Premier ministre avec un grand charisme, qui a énormément, semble-t-il, joué pour le déloger, le faire partir, parce qu'un port qui périclite dans une ville, c'est toute une ville qui perd en activité économique. Donc il a beaucoup œuvré pour le faire partir. Il n'y est pas arrivé. Le corps a résisté, cette personne est restée, est allée jusqu'au bout de son mandat, et à la fin de son mandat, elle a été nommée sur un autre poste, tout à fait naturellement. Cette personne n'a pas vu de difficultés particulières dans sa carrière. Alors peut-être un ralentissement, effectivement, mais ces gens-là, dans le monde privé, il suffit de perdre 3% d'activité, 4% d'activité, et puis vous êtes viré, quoi. Hein. Ça peut aller extrêmement vite. Eh bien non, dans ce monde d'impunité, vous pouvez aller très très loin dans la défaillance. Ça illustre que la mentalité de ces gens qui tournent en vase clos et ont la certitude de savoir, on voit parmi eux des hommes qui prennent des décisions mauvaises, qui vont s'entêter jusqu'au bout, et ça aboutit à des catastrophes industrielles. On en connaît plein en France. Et à l'origine, vous avez un homme comme ça, ou un groupe d'hommes comme ça, qui est convaincu, parce qu'ils ont, encore une fois, sont tellement déconnectés du monde réel, qu'ils ont une vision fantasmée du monde, et comme ils se sentent l'élite, les grands sachants, en fait, ils vont, avoir une vision fantasmée, et ils vont prendre des décisions en s'imaginant que le monde va s'adapter à leurs décisions, comme si le monde allait s'adapter à leur idée. Et ils s'imaginent qu'ils vont forcer le réel. Et régulièrement, le réel, ils viennent se fracasser contre le réel. Alors eux ne payent pas grand-chose, par contre la population paye. Et je me rappelle, par exemple, je vais vous donner une autre anecdote, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du ferroviaire aussi. Et il y a un pan du ferroviaire qui vit des choses dramatiques en France depuis déjà plusieurs années, c'est le transport du fret ferroviaire. C'est dramatique pour l'industrie française, c'est dramatique pour l'écologie, puisque le fret ferroviaire occupe une place tout à fait faible dans le monde du transport français, et que la très grande majorité des transports se fait en camion. Donc, de fait, la production carbone du transport est péjorée par le fait que les camions sont ultra majoritaires dans le domaine de la logistique. Et moi, je me retrouve donc un jour j'étais avec un homme d'une très très grande envergure que j'ai beaucoup apprécié, avec lequel j'ai beaucoup appris. Et là, on voit, je fais une petite ouverture de parenthèse, cet homme n'avait même pas le bac. Il n'avait même pas le bac, il n'aurait jamais pu être haut fonctionnaire, évidemment. Eh bien, il était un des grands capitaines d'industrie français, avec une industrie qui rayonnait dans le monde. Donc cet homme qui était en plus ultra humble, jamais une once de mépris, jamais une once d'arrogance, j'étais avec lui dans le bureau d'un inspecteur des finances qui était au plus haut placé dans une très grande entreprise française de ferroviaire. Et je me rappelle que cet homme-là, qui œuvrait pour la décroissance du mode ferroviaire fret, que nous percevions comme une aberration absolument totale, lui nous avait répondu « J'ai ma petite musique en tête et j'irai jusqu'au bout de ma petite musique. » Impossible d'avoir un échange correct avec lui. Il était inspecteur des finances, il avait raison. Je me rappelle qu'il avait fait une comparaison entre ce grand capitaine d'industrie avec lequel j'étais, il l'avait comparé à un petit agriculteur. Donc c'était cette arrogance se manifeste de cette façon-là, vous voyez, et elle se manifeste extrêmement rapidement. C'est absolument étonnant. Cette personne est allée au bout de sa petite musique, et effectivement, il a participé à la destruction du fret ferroviaire français, ce qui est dramatique aujourd'hui, à la fois pour l'écologie, comme je disais, mais aussi pour les transports. Et une industrie en France
qui n'a pas un mode de transport efficace, comme le mode ferroviaire, est une industrie qui de fait périclite. Merci beaucoup, Paul-Antoine Martin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Clan des Seigneurs aux éditions Max Milo, un essai qui est donc paru ce 11 janvier.